Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'intéresser à quelques organisations qui reprenaient des forces pendant les péripéties de nos héros. Après la destruction des installations de la Gueule, Dahala s'est rendu en territoire impérial avec son destroyer le Gorgon, très endommagé. Sur ordre du Conseil impérial, son destroyer est démantelé et son équipage est dispersé dans la flotte. Dahala n'a plus que d'amiral le titre. Toutefois, elle décide de ne s'allier à personne et va plutôt servir d'ambassadrice impériale auprès des seigneurs de guerre pour essayer de les unifier. Sauf que c'est très compliqué, elle va d'ailleurs assister à une chamaillerie, de plusieurs dizaines de destroyers quand même, entre Blister Arsk et Treuten Teradoc, qui aboutira à la destruction de plusieurs croiseurs et à la mort de l'ancien commandant en second de Dahala, qui était à ce moment-là en inspection sur un des croiseurs. Elle est assez énervée d'ailleurs suite à ce décès, et elle sera obligée de menacer Arsk de se faire sauter avec lui et leurs deux destroyers pour le calmer et empêcher une contre-attaque dévastatrice pour l'Empire. Et c'est au cours de cette contre-attaque manquée que Dahala est contacté par le vice-amiral Gilad Pelaeon, le commandant en second de Treuten Teradoc et commandant du Crimson Command. Il souhaite s'entretenir avec elle parce qu'ils partagent plusieurs points de vue. En fait, ils sont sur la même longueur d'onde, ils sont convaincus que les seigneurs de guerre sont en train de complètement ruiner les forts de l'Empire et qu'il faut les unir sous une seule et même bannière et dans l'objectif de mener une attaque décisive contre la Nouvelle République. Quelques temps après, ils vont parvenir à réunir les 13 seigneurs de guerre les plus puissants sur une base impériale neutre sur l'astéroïde Tsos. Le but est de trouver un terrain d'entente afin de les faire coopérer. Malheureusement, après des heures de dispute, Dahala en vient à la conclusion que vraiment rien ne pourra jamais les réunir et elle lance alors l'exécution du plan B. La pièce où se trouvent les dignitaires impériaux est alors scellée et un gaz neurotoxique est diffusé à l'intérieur. Seuls Dahala et Pelaeon, équipés de masques à gaz, survivent. Elle va ensuite prendre le contrôle du destroyer Night Hammer, la dernière création de Delvardus, un super destroyer noir semi-automatisé pouvant fonctionner avec un équipage réduit quasiment de moitié. Avec ce croiseur, Dahala parvient très rapidement à réunir les quelques flottilles impériales éparpillées dans la galaxie sous son commandement, ce qui fait d'elle la fondatrice des vestiges de l'Empire. Après son aventure à bord de l'œil de Palpatine, Luke se rend sur Tatooine avec Han pour enquêter sur des activités anormales à l'ancien palais de Jabba. Sur place, il rencontre Myzor, un moine Bomar, qui leur explique que plusieurs Hutt ont défilé dans le palais à la recherche de documents ou d'indices sur des sources d'informations impériales de Jabba, et il semble que les Hutt soient sur le point de construire une nouvelle super arme. Après ça, ils font un détour par la maison d'Obi-Wan, mais Luke ne parvient pas à contacter son vieux maître. En fait, il cherche toujours des conseils pour aider Kallista à retrouver son lien avec la Force, lien qu'elle a perdu en transférant son esprit dans le corps de Krey Mingla. Après cette petite escapade, Luke retourne à l'académie de Yavin 4 avec Kallista, puis il nomme Silgal, Dorsk 81 et Kyp Durron chevaliers Jedi après que chacun ait réussi leurs épreuves. Et il leur demande de voyager et de faire le bien autour d'eux. Très peu de temps après, elle reçoit la visite de Marajad qui l'informe que l'alliance des contrebandiers qu'elle dirige a remarqué du mouvement chez les Hutt et que quelque chose semble se préparer dans l'ombre. Elle en profite pour l'emmener faire un petit tour sur son vaisseau et elle va lui avouer que finalement elle aime bien venir le voir de temps en temps, et alors Luke va tout naturellement lui proposer de rester pour le dîner, et c'est au cours de ce dîner qu'elle aura la chance de faire la connaissance de Kallista et notamment de découvrir qu'il s'agit de la nouvelle petite amie de Luke. Dimension franche et solide amitié. Par la suite, Luke se rend sur Coruscant avec Kallista pour transmettre ses informations sur les Hutt à sa sœur et lui dire qu'il part en voyage avec Kallista afin de l'aider à retrouver sa connexion avec la Force, parce que visiblement le téléphone ils connaissent pas. Il passe ainsi par plusieurs planètes, comme Mulako, Dagobah, pour tenter de raviver la connexion avec la Force, mais sans succès. C'est d'ailleurs sur Dagobah, lors d'un combat contre des prédateurs locaux, qu'elle va se sentir vraiment très impuissante à ce moment-là, et elle va se mettre en colère, et Luke va la percevoir de nouveau dans la Force. Il réalise alors que bien qu'elle ne puisse pas utiliser le côté lumineux, le côté obscur semble accessible, ce qui est une aberration pour moi. Ils partent alors pour Hoth où Luke a eu sa vision d'Obi-Wan afin de chercher conseil auprès du vieux Jedi. Ce qui est assez stupide en fait.
Bon, cela dit, dans la base Echo, qui est à moitié en ruine puisqu'abandonnée depuis de nombreuses années, il rencontre 5 chasseurs qui sont coincés par un groupe de Wampa, ce qui est une chose assez inhabituelle car les prédateurs sont généralement assez solitaires. Le petit groupe va tenter de rejoindre le vaisseau de Luke, mais les Wampas semblent s'être acharnés sur le vaisseau qui n'est plus vraiment en état de voler dans l'espace. Au cours de la nuit qui suit, les Wampas attaquent et tous les chasseurs sont tués. Luke et Kallista découvrent alors que les Wampas sont organisés et qu'il manque un bras à leur leader. Luke et Kallista parviennent à repartir avec le vaisseau, mais celui-ci n'est plus pressurisé. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas voyager dans l'espace. Donc Kallista va porter une combinaison spatiale, puisqu'elle ne peut pas utiliser la force, tandis que Luke va survivre grâce à une transe d'hibernation Jedi, et une fois dans l'espace, Kallista va pouvoir lancer un signal d'alarme. Afin d'en savoir un petit peu plus sur la super arme des Hutt, la Nouvelle République met sur pied un plan visant Durga, le Hutt qui a succédé à Jabba à la tête du syndicat du crime Hutt. Grâce à une diversion menée par Han et Leia, Crix Medine parvient à placer un traceur sur le vaisseau de Durga. C'est à ce moment-là que Leia va ressentir l'appel dans la force, le même que celui qu'elle avait reçu de Luke sur Bespin quelques années auparavant. Leia! Écoute-moi! Leia! Luke. Ils se rendent à proximité de Hoth et Han et Leia découvrent Luke et Kallista bien mal en point. Après leur ordination en tant que chevalier Jedi, Kip et Dorsk 81 se rendent dans le noyau profond afin d'enquêter sur l'activité impériale. Ils découvrent que les seigneurs impériaux, pour ceux qui sont encore en vie, se sont unifiés sous une même bannière. Ils assistent même à un discours de Pellaeon faisant état d'une réunification et désignant l'Académie Jedi comme cible principale. C'est alors que Daala monte sur scène et est présentée par Pellaeon comme la dirigeante de l'armée impériale. Kip, qui a devant lui sa némésis, ne peut retenir un cri de surprise et il va dévoiler leur position. Ah! Parce qu'un Jedi c'est pas du tout discret visiblement. Ils parviennent toutefois à s'enfuir mais font une halte sur Com, la planète natale de Dorsk 81, pour réparer leur vaisseau et prévenir la Nouvelle République de l'attaque imminente. Côté Empire, suite à l'évasion de Kip et de Dorsk, Daala précipite son plan d'attaque. Elle envoie Gilad Pellaeon attaquer Yavin 4, et elle envoie également Ivan Cronus attaquer plusieurs planètes stratégiques de la Nouvelle République, dont Com, afin de faire diversion, le tout avant de rejoindre Yavin 4. L'objectif étant vraiment de disperser la flotte de la Nouvelle République. Et elle-même, elle va attendre un petit peu pour attaquer avec le Night Hammer, qu'elle a renommé Night Hammer, pour l'occasion. Night, parce que c'est un jeu de mots avec les chevaliers Jedi. Kip et Dorsk vont parvenir sur Yavin 4 juste avant l'attaque de l'Empire, et ils vont aider les étudiants à préparer une défense. Quand Pellaeon arrive avec ses 17 destroyers, il déploie de nombreuses troupes au sol. Au début, les Jedi vont parvenir à les repousser, puisque ça reste des troupes impériales, donc un petit peu facile contre des Jedi, mais très rapidement, ils en viennent à la conclusion qu'ils se fatigueront bien avant que l'Empire ne manque de soldats et d'engins de guerre. Dorsk 81 prend alors à la lettre la maxime « la taille ne compte pas » et va alors suggérer d'utiliser la force pour pousser les destroyers loin de la planète. Parce que c'est vrai qu'ils pourront pas revenir. Les Jedi vont canaliser la force à travers lui et il va parvenir à repousser les croiseurs aux limites du système. Malheureusement, l'effort sera tel qu'il lui coûtera la vie. Quand Daala arrive avec le Night Hammer, elle constate que les troupes au sol ont bien été déployées mais que la flotte de Pellaeon est absente. Elle est furieuse et elle lance une seconde vague d'assaut avec des bombardiers histoire de cramer la face des Jedi. Le Faucon Millennium arrive alors et dépose Luke et Kallista à la surface pour aider les jeunes Jedi à se défendre et il repart avec Kip et Leia aux tourelles pour se battre contre les bombardiers. C'est alors que débarque une flotte Mon Calamari commandée par Ackbar qui attaque le croiseur de Daala. Sauf que Ivan Cronus, qui était parti faire des diversions, arrive à son tour avec une vingtaine de destroyers du Crimson Command, les autres étant toujours occupés à enquiquiner la Nouvelle République. Avec ce renfort inespéré, l'Empire est désormais en surnombre et Ackbar perd très rapidement 3 frégates d'épée-20, sauf qu'une des frégates en perdition percute le croiseur principal du Crimson Command, tuant Ivan Cronus, ce qui va équilibrer un petit peu les forces. Le renfort de Luke et de Kallista est plus que bienvenu à la surface, mais Kallista réalise vite que sans la force, elle n'est pas aussi efficace qu'elle le souhaiterait, et elle va préférer s'envoler à bord d'un bombardier de taille endommagé pour s'infiltrer dans le croiseur de Daala et faire sauter le hangar des bombardiers. Et c'est alors que le croiseur va commencer à s'écraser sur la planète. Si tout le monde croit alors la mort soudaine de Kallista, il n'en est rien. Luke recevra plus tard un message lui expliquant qu'elle devait trouver sa voie seule, et elle reviendra peut-être plus tard. Mais de fait, Luke est plus décidé que jamais à la retrouver. Moi perso, j'appelle ça du harcèlement.
Pour Dahala, elle s'est barrée en navette avant que le croiseur touche la surface de la planète. Côté Nouvelle République, le traceur positionné sur le vaisseau de Durga va les conduire dans la ceinture d'astéroïdes de Hoth où est construite la super arme. Krix Medim et 2 soldats vont s'y infiltrer et saboter l'arme afin de la rendre inopérante le temps que la Nouvelle République envoie une flotte suffisamment conséquente pour détruire l'engin. Cet engin qu'on appelle le sabre noir car il ressemble étrangement à un manche de sabre laser géant. Malheureusement, la petite escouade est capturée, les 2 autres soldats sont tués et Krix sera un petit peu torturé avant d'être tué. Quand la flotte de la Nouvelle République arrive, Durga ordonne de déplacer l'arme au cœur du champ d'astéroïdes afin de la rendre moins vulnérable, tandis que Bevel Lemelisk prend la fuite, mais l'arme se retrouve alors bloquée entre 2 astéroïdes qui menacent de l'écraser. Le Hutt fait feu pour détruire les gros cailloux qui lui foncent dessus, mais malheureusement la super arme ne fonctionne pas, tout ça à cause de matériaux de mauvaise qualité achetés à bas coût, parce que les Hutt voulaient rogner sur les prix. Les ouvriers n'étaient pas vraiment qualifiés, et visiblement ils auraient été légèrement arnaqués sur la qualité des ordinateurs qui l'ont été vendus. Finalement, l'arme finit broyée par les astéroïdes. Bevel Lemelisk, lui, sera intercepté par la flotte et il sera jugé puis exécuté pour crime de guerre. Pour rappel, Bevel Lemelisk, c'est celui qui, c'est soi-disant l'ingénieur en chef qui a permis la création des étoiles noires. Et vous découvrez maintenant que la Nouvelle République pratique la peine de mort. Petit instant promo avant la fin de la vidéo avec la nouvelle encyclopédie d'Altaïa. J'ai été contacté récemment par Altaïa qui m'a proposé de vous présenter leur nouvelle collection qui est une encyclopédie Star Wars dédiée à l'univers canon. Alors oui, je traite habituellement exclusivement de l'univers Legend, donc je tiens à préciser que je ne suis pas payé pour cette communication. Les fascicules traitent chacun d'un sujet très spécifique, que ce soit des personnages, des vaisseaux, des troupes, des armes, etc. Et chaque livret fait environ 70 pages et comprend pas mal de textes, des illustrations, des citations et parfois des descriptifs techniques. Si vous voulez en savoir plus sur cette collection, vous pouvez suivre le lien dans la description ou utiliser le code Star Wars pour un cadeau spécial. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu et le commentaire pour aider au référencement de la chaîne. Vous pouvez aller faire un tour sur Utip ou sur Tipeee pour aider la chaîne, donc soit en regardant des publicités, ou faire un don pour aider tout simplement à financer la chaîne. Dans tous les cas, je remercie les tipeurs qui sont présents chaque mois pour aider à ce financement, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!